Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Didier Lebray. Après 3 jours de débat pour le moins houleux, l'Assemblée nationale a adopté tôt ce matin le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Un texte voté par 214 voix contre 93 et 27 abstentions. La balle est désormais dans le camp du Sénat qui étudiera ce projet de loi en début de semaine prochaine. Un Sénat où l'AREM est très minoritaire et qui pourrait ruer dans les brancards, même si c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, d'où notre grand débat. Le Sénat peut-il dire stop au pass vaccinal ? Et vous êtes 69,2% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie. Loïc Hervé, bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux tout d'abord. Bonne année. Merci à vous. Jean Castex a déclaré ce matin, je cite, « Limiter le pass vaccinal dans le temps n'est pas ce qui est prévu à ce stade ». Le pass vaccinal, Loïc Hervé, c'est pour toujours ? On peut s'en inquiéter, évidemment, puisque dès lors qu'il rentre dans notre droit, et on a vu par l'expérience que au profit de l'état d'urgence terroriste, au profit de l'état d'urgence sanitaire, des éléments de l'état d'urgence rentrent dans le droit positif de manière durable. Donc effectivement, il faut qu'on prévoie de manière explicite le terme du pass sanitaire devenu pass vaccinal pour qu'on puisse débarrasser le droit positif de cet élément-là et qu'on ne puisse plus jamais s'en servir, et notamment ne pas étendre les finalités de ce pass sanitaire demain pour d'autres idées. Par exemple, un certain nombre de gens pourraient trouver normal qu'on demande un pass aux personnes pour vérifier qu'elles sont à jour de leurs impôts. Et comme ça, on priverait de liberté ceux qui ne sont pas à jour de leurs impôts, etc. Donc les risques sont réels. Donc moi, je fais partie évidemment des opposants historiques au pass sanitaire, encore plus au pass vaccinal. Et donc je souhaite qu'on ait de manière expresse dans la loi un terme à cette loi. Normalement, c'est le 31 juillet. Normalement, je précise bien, c'est le 31 juillet puisque c'est la fin. Il y a juste l'année qui n'est pas mentionnée. On ne sait pas, ce sera 2022. Ouais, 2022. Ça devait être le 15 novembre. Hein. Non mais effectivement, absolument. Donc on doit avoir cela. Je pense que ça fera partie des exigences du rapporteur de la commission des lois du Sénat. Et pour dire à vos auditeurs que pour l'instant, le Sénat ne se dirige pas vers le rejet du texte. Il faut être bien clair. Les gens comme moi qui sont opposés au pass sanitaire et à sa prolongation pass vaccinale sont minoritaires aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. C'est qu'au sein du groupe Les Républicains et dans mon groupe, le groupe centriste, il y a quand même une majorité de sénateurs qui sont favorables à cela. Et on a aussi, à gauche, chez les socialistes, des personnes qui considèrent que le pass vaccinal leur donne raison puisqu'ils sont favorables à la vaccination obligatoire. Et que c'est une forme de vaccination obligatoire que d'y aller. Donc le combat sera mené par des sénateurs de tous les bancs pour qu'on puisse effectivement essayer de limiter au maximum, voire d'annuler ce que l'Assemblée nationale a prévu. Et s'il y a des accords, il y aura une commission mixte paritaire, puis on verra bien ce que ça donne. Philippe Bilger. Monsieur le sénateur. Philippe Bilger ? Philippe Bilger a été coupé. Lydia Guirousse. Oui, c'est vrai que ne pas le limiter dans le temps est un élément d'inquiétude et il ne faudrait surtout pas que ça rentre dans le droit positif parce que monsieur le sénateur a évoqué quelques dérives qui pourraient arriver et moi c'est vraiment ce qui m'inquiète en fait. J'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir, ou certains aimeraient ouvrir une boîte de Pandore avec des idées qui me semblent saugrenues et qui relèvent d'une espèce de surenchère. J'ai lu récemment une tribune d'un professeur de médecine qui commençait à s'interroger sur est-ce que le fait de ne pas être vacciné pourrait conditionner l'accès à la réanimation. On voit dans certains pays... Professeur Grimaldi. Exactement, on voit dans certains pays, alors que c'est quand même la solidarité qui fonde notre système de social et de santé. On voit dans certains pays, il me semble que c'est le Canada, certains qui voudraient conditionner l'accès aux allocations au chômage au fait d'être vacciné. Donc il commence à avoir quelques idées qui émergent. Il me semble que ces idées aussi ont été parfois reprises par quelques députés, sans doute en quête de notoriété dont on n'avait jamais entendu parler avant, mais qui ne brillent pas par ce type d'idées.
Et donc il faudrait surtout pas glisser et aller vers une société où on rompt avec ce qui est véritablement aussi notre identité, hein, à savoir que la solidarité fait partie de notre identité et il ne faut surtout pas aller vers des discriminations et vers un pass vaccinal qui s'éternise et qui devient une norme. Et effectivement, on peut peut-être demander un pass pour savoir si vous êtes à jour de vos impôts, un pass pour je ne sais pas quel autre élément de notre vie. Et le Sénat ferait un travail salutaire s'il parvenait à imposer une temporalité bien précise. Loïc Hervé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous dans ce que vous évoquez. Sur professeur Grimaldi, je m'étonne que le Conseil de l'Ordre des médecins, si prompt à donner son avis sur tout un tas de choses, ne l'ait pas rappelé à l'ordre, parce que cette prise de position, au-delà de la liberté de tout un chacun de penser ce qu'on veut, c'est quand même un professionnel de santé, c'est quand même un professeur de médecine, et ça contrevient non pas à un principe qui est celui que j'évoquais, de la liberté d'expression, mais ça contrevient à tous les grands principes qui sont ceux de la médecine dans notre pays, en termes de déontologie, de conformité au serment d'Hippocrate. Et je trouve qu'une telle prise de position, doit-on soigner les non-vaccinés, doit-on rembourser les soins des non-vaccinés, etc., ça, c'est l'inverse de ce qui fait notre héritage du programme du Conseil national de la résistance. Et pire que ça pourrait être étendu demain à d'autres pathologies. On pourrait considérer que quelqu'un qui a bu trop d'alcool dans sa vie, par exemple, ne devrait pas être soigné pour les conséquences de sa consommation d'alcool, par exemple. Exactement. Voilà. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et sur la limitation dans le temps, vous avez totalement raison. Je pense qu'on doit avoir une proportionnalité et on doit avoir une temporalité extrêmement précise. Vous savez que, vous ne l'avez pas rappelé, mais moi je suis membre depuis 8 ans du Sénat et de la CNIL, et que c'est une chose sur laquelle on est très très vigilant, la CNIL. C'est les finalités, la proportionnalité et évidemment des éléments de temporalité quand il y a des dispositifs qui sont des dispositifs exceptionnels. Et nous avons un énorme fichier de traitement de données personnelles avec cette affaire du Covid. Donc toutes ces questions-là sont très imbriquées les unes avec les autres. Moi, j'aurais préféré qu'on annule le pass sanitaire et le pass vaccinal. J'espère que le rapporteur Philippe Bas aura des propositions à faire qui permettront de mieux encadrer les choses. Philippe Bilger. Monsieur le sénateur, je parle très vite pour ne pas risquer une coupure technique de niveau. Mais est-ce que vous êtes très honnête en révélant d'emblée votre position, mais est-ce que ça n'est pas un peu une tradition française, de mon point de vue un peu perverse, de penser que lorsqu'une réalité impose des dispositions, eh bien on craint que le futur les rende persistantes. Au fond, je le vois pour le terrorisme, lorsque la réalité impose des décisions, il y a certaines personnes qui voient immédiatement des dangers en les fantasmant pour le futur. Je n'ose pas dire que c'est votre cas, j'ai trop de respect pour le Sénat, mais est-ce que mon interrogation est de nature à vous intéresser ? Votre interrogation est parfaitement légitime, elle est très intéressante. C'est toujours intéressant du Philippe Bilger, hein, soit dit en passant. Je suis bien d'accord. Allez. Et alors, je voulais vous dire que nous en sommes au 12e texte. 12e texte depuis mars 2020. Depuis le 23 mars 2020, c'est le 12e texte que nous étudions au Parlement. Et pour vous révéler des choses du fonctionnement même du Sénat, les garanties que nous obtenons sur chacun des textes servent de marchepied aux évolutions suivantes. Quant au mois d'avril, je dis que la vague suivante entraînera la généralisation du pass. Je suis au mois d'avril, la généralisation est décidée en juillet. Quand on a à nouveau une pérennisation du pass sanitaire dans le temps, au mois d'octobre, elle devait s'arrêter le 15 novembre. Quand aujourd'hui, alors que l'épidémie n'est plus contrôlée dans notre pays, nous sommes à 300 000 et quelques cas, je suis moi-même actuellement à l'isolement puisque j'ai le Covid, bien que 3 fois vacciné, mais tout mon entourage est composé uniquement de vaccinés, etc. La disposition du pass vaccinal est inutile sur un plan sanitaire. Le virus circule entre les vaccinés de manière massive.
Et donc, on a et c'est le reproche que je fais au gouvernement sur ce point-là, je ne suis pas un anti-Macron de base, mais c'est que je pense que la contrainte des libertés publiques ne peut pas être la seule variable d'ajustement à chaque fois qu'on fait un nouveau texte. Et donc, moi, de texte en texte, ce que j'attendais, ce que je craignais, c'est finalement révélé vrai 2 mois plus tard. Alors qu'au banc des ministres, que j'espère de bonne foi, me certifiaient la main sur le cœur que ce que je pouvais évoquer. Je pense notamment à une intervention que j'ai faite dans l'hémicycle le 18 avril, vous pouvez retrouver. La main sur le cœur, le ministre me dit « Mais c'est pas vrai, monsieur Hervé, mais jamais de la vie, jamais le passe dans la vie quotidienne. » Et on y a été moins de 2 mois plus tard, puisque l'annonce du président de la République, c'est le 12 juillet, donc dans 2 ou 3 mois plus tard. C'est vraiment une temporalité extrêmement courte. Donc, pour répondre à votre question, le fait d'être inquiet de savoir si demain des mesures plus graves vont être mises en place, mais on en a la preuve tous les jours. Tous les jours. Vous pouvez aller sur n'importe quelle chaîne YouTube pour vous prouver qu'on va mettre en parallèle des déclarations ministérielles du gouvernement, et elles sont contradictoires, mais parfois même en quelques heures ou en quelques jours. Didier Lebray. Alors, je crois que quand on adopte ou on est dans la contrainte des mesures à caractère liberticide, monsieur le sénateur, vous avez eu raison de le rappeler, il y a 2 éléments qui sont majeurs, c'est la limite dans le temps et la proportionnalité. Donc c'est clair que ça doit être en permanence la boussole. Philippe hier évoquait les lois qui ont permis de lutter contre le terrorisme. Notre boussole a toujours été celle-là, faire en sorte qu'elle soit encadrée dans le temps et qu'elle soit proportionnée à la menace. Proportionnée à la menace, à la limite, si l'objectif est d'obtenir que la vaccination soit obligatoire, il vaudrait mieux avoir un débat sur cette question directement. Et c'est, après tout, ça n'est pas un tabou. Aujourd'hui, il y a 11 vaccins qui sont obligatoires. Jusqu'à une date récente, il y en avait que 3. La diphtérie, le tétanos et la polio. Il n'y a pas de risque à heurter les Français et leur bon sens en leur expliquant que quand il y a péril en la demeure, en l'occurrence, le critère de proportionnalité pour les vaccins de manière générale, c'est le niveau de mortalité ou de létalité. Quand on est à 25 ou 50% de létalité, il est normal qu'on exige de l'ensemble des citoyens d'un même pays ou du monde de se faire vacciner. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, je prends le continent africain, la poliomyélite a été éradiquée il y a seulement 4 ans. Avec des résurgences qui sont réapparues par exemple au Nigeria, au moment où on soupçonnait que l'introduction des vaccins visait à éradiquer les communautés musulmanes. Il y a des gens qui sont morts pour que la vaccination puisse être universalisée et qu'on arrête d'avoir des centaines de milliers de gamins en Afrique qui soient handicapés physiques quasiment dès la naissance. Donc, cette notion de bien commun, d'intérêt général, elle peut être débattue dans le cadre d'un débat serein sur faut-il ou pas aujourd'hui, compte tenu de la menace, est-ce que c'est proportionné, introduire, et allons-y franchement, la vaccination obligatoire. L'Autriche y va, l'Allemagne peut-être, l'Italie l'a annoncé. Pour les plus de 50 ans. Voilà, pour les plus de 50 ans. Mais je pense que ça serait peut-être mieux que de proroger effectivement ad vitam aeternam un pass qui, lui, crée des citoyens de second rang. Loïc Hervé, et on part au 0826 300 300. Alors moi, je suis opposé à la vaccination obligatoire, même si je suis d'accord avec vous, j'en comprends beaucoup mieux le raisonnement intellectuel. Le gouvernement l'a mis de côté pour des questions de responsabilité, puisque le fait de rendre le vaccin obligatoire crée quelque part une responsabilité automatique de la part de l'État vis-à-vis de la vaccination. C'est ce qui fait que ça ne se fait pas en France. Et puis, ce qu'on ne dit pas, et ce que nos collègues socialistes au Sénat n'évoquent pas assez, c'est quel est le dispositif coercitif. Moi, je fais partie d'une génération où l'essentiel des enfants, et c'est le cas toujours en France, l'essentiel des enfants, avant même la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, portée par Agnès Buzyn, qui a intégré les 11 vaccins, la plupart des enfants français sont vaccinés. Mais d'ailleurs, la plupart des Français sont vaccinés contre le Covid. 91% d'entre eux sont vaccinés. On parle là du petit reste, c'est-à-dire des gens qui sont anti-vax et avec lesquels on aura de vraies difficultés de mise en œuvre du vaccin, et puis tout un tas de cas de figure de marginalisation sociale, d'état de santé où le vaccin n'est pas du tout souhaitable, et les médecins l'expliquent. Le nombre de cas de figure où il y a une dispense de vaccination est très très faible dans la loi ou dans le règlement
du ministre de la Santé. Donc, il y a quand même des cas de figure où les médecins conseillent de ne pas se faire vacciner. Donc, je suis d'accord avec vous sur le raisonnement qui est plus cohérent. Moi, je pense que, et je suis un libéral, donc je crois plus à la confiance qu'à la contrainte. Et je me pose la question, si demain on devait voter la vaccination obligatoire, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que la police et la gendarmerie va dans les quartiers, va dans le rural profond, là où les taux de vaccination sont plus faibles? C'est statistique. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on rentre chez les gens et on les vaccine de force? Parce que c'est ça. Enfin, honnêtement, sinon ça n'a aucun sens. La vaccination obligatoire en France, elle est pour les enfants, les 11 vaccins. Donc les enfants ne peuvent pas être inscrits à l'école. Mais sinon, dans la rue, on ne vous demande pas de savoir si vous êtes à jour de votre tétanos, de votre DTP, rappel de BCG. du DTP. C'est pour ça qu'il faut le pass vaccinal. On part au 0826 300 300 direction le Tarn. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Alors moi, je rejoins un petit peu ce que vient de dire monsieur le sénateur. Effectivement, au niveau du Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui va avoir le dernier mot. Par contre, oui, actuellement, la boîte de Pandore, elle a été ouverte. Parce que moi, quand je vois sur une chaîne comme rt.com, où un député de la République En Marche se permet de dire... Attendez, ce qu'on vous prédit, c'est des poursuites judiciaires contre les non-vaccinés. On va où? Alors j'ai vu cette interview d'un député, alors je ne sais plus si c'était sur RT, mais qui disait qu'avec la société de plus en plus judiciarisée, on irait, j'ai oublié son nom, vers des poursuites judiciaires si on était contaminé par quelqu'un. C'est vrai, alors... Qui n'était pas vacciné. Mais moi je suis désolée, moi je ne suis pas vaccinée, je le dis, c'est le seul vaccin que je n'ai pas fait, le seul. Mais moi, par contre, mes gestes barrières, je les respecte. Je vais chez des personnes qui ne sont pas qui sont vaccinées. Je garde mon masque. Elles ne portent pas de masque. Qui contamine qui? Moi, qui respecte les gestes, ou la personne qui est vaccinée et qui ne respecte plus rien? Il faut qu'on me réponde. Eh bien, Sylvie du Tarn, merci beaucoup et meilleurs vœux à vous. On demande une réponse rapide au sénateur Loïc Hervé. Écoutez, madame, moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais... non, mais je parle, par exemple... Oui, allez-y. Non, mais bien que triple vacciné, j'ai été contaminé, et j'ai uniquement des vaccinés dans mon entourage, donc ça vous donne raison. Le vaccin prémunit des formes graves, mais ne prémunit pas de la contamination entre personnes, et notamment entre vaccinés. En revanche, je ne sais pas quand je l'ai attrapé. Oui. Je ne sais pas quand je l'ai attrapé. Donc, quand vous dites je respecte les gestes barrières, etc., il se peut que vous l'attrapiez même si vous faites tous les efforts que vous pensez. Le virus circule tellement dans le pays, le Omicron, j'entends. Hein. Oui. C'est-à-dire, il circule sans doute beaucoup plus que 300 000 cas par jour, hein, peut-être de l'ordre d'1 million. Et donc, ça veut dire que globalement, il est en train d'arriver dans toutes les familles et dans tous les territoires. Loïc Hervé, je vous pose une question pour une réponse très courte. L'Assemblée nationale a rejeté un amendement de votre collègue députée Anne-Laure Blin, qui est députée LR du Maine-et-Loire. Je cite son tweet: « J'ai défendu mon amendement pour garantir l'accès au lieu d'exercice de la démocratie, c'est-à-dire les bureaux de vote, encore plus fondamental après les déclarations inquiétantes d'Emmanuel Macron, mais malheureusement rejeté. Va-t-il falloir un pass vaccinal pour aller voter au printemps prochain, Loïc Hervé ?» Alors, nous, avec plusieurs collègues, nous avons, dans les 2 derniers textes, donc ne comprenant pas celui-ci, déposé le même type d'amendement pour que dans la loi, de manière expresse, la chose soit prévue. Pourquoi? Parce que les bureaux de vote sont dans des ERP, les établissements recevant du public. Ces ERP, en tant que tels, ces établissements, ces salles des fêtes, ces gymnases, ces écoles, sont en tant que telles parfois soumises au pass sanitaire, vaccinal, etc. Donc, nous voulions l'écrire dans la loi. On nous a expliqué que ça relevait de l'incompétence négative et qu'on ne peut pas exprimer ça dans la loi, faute de se faire censurer par le Conseil constitutionnel. Nous recommencerons l'effort et nous redéposerons ces amendements pour que dans la loi, on le dise clairement. Les engagements pris au banc des ministres, moi, je n'y crois plus. Ils ont pris des engagements devant moi. Moi, je suis de la même génération qu'Olivier Véran, de la même région qu'Olivier Véran. Donc, c'est très important qu'on le mette
expressis verbis, noir sur blanc, dans le la texte loi. de loi. Merci beaucoup Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie, verdict sur Twitter. Le Sénat peut-il dire stop au pass sanitaire? Vous êtes 69,7% à dire oui. Bon, on va retourner dans le Tarn d'où nous appelait Sylvie pour parler des attaques de loups. Restez bien avec nous sur Sud Radio.